gouvernement congolais s'est finalement décidé de supprimer RAM définitivement. Il y en a qui parlent de la gratuité de RAM. Il y en a également qui parlent de la suppression. Qu'est-ce qu'il y a exactement quelle est la mesure prise justement par le gouvernement? Est-ce qu'il s'agit de la suppression ou il s'agit de la gratuité? On va également parler de l'affaire Kabound, Jean-Marc Kabound qui a demandé l'autorisation des sorties, mais refusée pour la première fois par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, ensuite autorisé. Finalement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est envolé. On parlera également de cette affaire Matata Mponyo qui est interdit de quitter Kinshasa pour aller pleurer sa sœur à Lubumbashi. Et puis on finira par la CENI. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a une guerre entre le ministre Nicolas Kazadi, le ministre des Finances justement, Nicolas Kazadi, et la CENI. Le Kazadi qui trouve que la CENI surfacture les véhicules. Et puis il y a même un comité de l'IGF envoyé à la CENI pour l'audit. Est-ce que c'est possible que l'IGF audite la CENI? On en parle dans un instant. Alors lui, c'est le président d'un parti politique. C'est Willy Michiki, président du parti UNANA. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors, le parti se porte comment? Oui, le parti politique Union nationale des nationalistes se porte très bien, mais la plupart de nos activités, nous les faisons au sein de la grande famille AFDF et Alliés, qui est pilotée de main de fer par notre autorité morale, Modeste Batiloukou, sénateur Modeste Lukwebo, que je salue en passant. Et vous faites partie de l'Union sacrée. Comment se porte l'Union sacrée? L'Union sacrée se porte à merveille. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, mais je suis aussi le précurseur de l'Union sacrée. Donc les Jean-Baptiste qui avaient annoncé la Messie et l'arrivée du Messie, Tshisekedi, parce qu'à l'époque personne ne croyait. Lorsque je parlais 5 mois avant la fin du contrôle, vérification et contre-vérification à l'audit des services publics de l'État. Sauf pour les missions qui reviennent à la Cour des comptes et au Parlement. Or, lorsque vous lisez la Constitution, notamment à son article, et la loi même organique même, à son article 46, les contrôles de la CENI reviennent à la Cour des comptes et au Parlement. Donc l'IGF est incompétent pour contrôler la CENI. Sinon, il aurait violé... Moi, je parle des textes des lois. Comment ça? La CENI n'est pas un service générateur de recettes. Vous pensez que le ministre des Finances avait tort de demander à l'IGF? Bien sûr, il n'était pas informé. Moi, je vous parle des textes des lois. Je renvoie les ministres des Finances, que j'aime très bien, à l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance loi numéro 323/87 du 15 septembre 1987. Qui définit les attributions de l'IGF. Et parmi les exceptions, il y a les attributions qui reviennent au Parlement pour éviter les télescopages. Et j'informe à l'IGF lui-même, à travers l'IGF, comme les ministres des Finances suivent la 10e la télévision 10e pour leur dire que le Parlement et la Cour des comptes ont, entre autres missions, de contrôler la CENI. Et la loi organique actuelle, d'ailleurs, a apporté une innovation. De telle qu'à chaque fin de cycle électoral, il y a un audit qui est organisé à la CENI. Ce qui n'existait pas avant. Donc, on ne doit pas se faire des soucis à ce qui concerne la gestion. Qui audite la CENI? C'est le Parlement, à travers la Cour des comptes. C'est l'article 46 de la loi organique et appuyé par la Constitution. Donc l'IGF est incompétent d'aller patrouiller à la CENI. Alors, je voudrais faire un débat, parce que moi je n'ai pas de tests, je suis juriste de formation, je ne raconte pas de salade. Et je vous dis, l'article 6 même de la loi organique détermine la mission de la CENI, qui est la seule
capable et autorisé à organiser les opérations. C'est comme ça même que j'en reviens encore sur l'ingérence du gouvernement, sur les attributions de la CENI. Lorsque nous parlons de l'indépendance de la CENI, vous savez, moi j'ai combattu les gens de la MOCA qui disaient la CENI a politique. Non. La CENI doit être une institution politique. Pourquoi? Puisqu'elle est... Non, la CENI n'est plus apolitique. Non, la CENI doit être... Elle doit être plutôt politique. Elle doit être politique puisque c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie étant politique, la CENI doit l'être. Mais par contre, la CENI doit être indépendante. Il faut faire une nuance entre l'apolitisme ou la politisation de la CENI et son indépendance. Son indépendance, c'est aussi son indépendance vis-à-vis du gouvernement. Mais déjà, aujourd'hui, il va se poser un problème là, parce que si je vous prends au mot, justement, il va se poser un problème. Si vous pensez que la CENI doit être politique ou politisée, mais qu'elle doit garder son indépendance, ça sera difficile, parce que déjà, quand vous avez une couleur politique, vous ne serez jamais indépendant. Je vais expliciter ça, c'est très simple. Lorsque nous parlons de la politisation de la CENI, c'est sur la composition des membres. Or, la CENI aujourd'hui, le législateur, et là, je félicite mon ami Christophe Lutondola, qui a, dans sa proposition de loi, il a bien conçu. C'est-à-dire qu'on a fait des commissions paritaires. 5 délégués ici de la société civile, 4 de l'opposition, 6 ici de la majorité. Alors, lorsque les politiques se retrouvent... Vous avez lu Lutondola? Pardon? Vous avez lu Lutondola? Non, il y a une petite modification. Dans la version de Lutondola initiale, c'était 5-5-5. Mais Lutondola proposait justement la dépolitisation totale de la CENI. Justement, c'est ce que moi j'ai dit. Mais vous, par contre, vous parlez de la politisation de la CENI. La dépolitisation de la CENI, c'est au fait indirectement sa politisation. Lorsque vous y mettez des politiques, vous parlez opposition, majorité, c'est quoi? Ce sont des politiques. Des acteurs politiques peuvent s'y trouver. Justement. Ça ne veut pas dire que l'entente devient politique. Dans l'entendement de Christophe, lorsqu'il parlait, lorsque les forces politiques se retrouvent, elles se neutralisent. C'est ça la dépolitisation. Puisque moi j'ai mes intérêts politiques. Moi et vous, moi je suis de l'opposition. Vous êtes de la majorité. Comment allons-nous tricher ensemble? Impossible. C'est ça qu'on appelle la dépolitisation. Donc la neutralisation des forces. Il ne faut pas comprendre la dépolitisation comme ça. Vous savez, les Congolais, j'ai toujours dit que la plus grande erreur des Congolais, ce n'est pas une ignorance, c'est de ne pas lire. Les Congolais lisent. Je vous dis même tous ces textes que je vous dis ici, même des collègues juristes, des éminents collègues professeurs, c'est écrit dans la Constitution, dans la loi, mais ils ne connaissent pas. Au fait, le problème c'est quoi? Le fait d'avoir la société civile seule dans la CENI ne garantit pas son apolitisme. On a vu, à chaque cycle électoral, les bureaux étaient dirigés par un membre de la société civile, ici, d'une composante qu'on appelle confession religieuse. Ça devait être vraiment... Mais ces gens-là, ce sont eux. Or, les 3 cycles électoraux passés ont été chaotiques. Les élections organisées par ces 3 bureaux. Malgré que les bureaux étaient dirigés par des hommes des églises, je peux dire. Donc ce n'est pas ça la garantie. Et quand vous regardez, les 3 cycles électoraux étaient en majorité, même il y avait une grande part de membres de la société civile dedans. C'est pourquoi nous avons estimé, et là je suis d'accord avec Christophe, pour dire que la présence des politiques au sein de la CENI les neutralise. Puisque nous trichons pourquoi? La société civile n'est pas intéressée. C'est facile qu'elle balance d'un côté de l'autre. Mais lorsque moi je suis de l'opposition, vous êtes du pouvoir, nous n'allons jamais nous mettre d'accord, c'est une tricherie. Nous sommes d'accord. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la dépolitisation de la CENI. Mais la CENI en soi, ce qu'elle fait aujourd'hui la CENI, c'est la politique. Dans les fonds, vous pensez que la CENI est politique? Bien sûr. Plutôt, c'est uniquement la forme qui est la forme politique. Tout à fait, tout à fait. Puisque c'est la présence des hommes politiques. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Et vous allez être surpris. Vous savez, cette CENI maintenant aujourd'hui, c'est vraiment une CENI apolitique. Dépolitisée, puisque c'est différent de dire apolitique, c'est dépolitisé. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont entrés là, les Agé Matembo, les Didi Manara, sont des gens, d'abord des élus du peuple. C'est la première fois qu'il y a un bureau de CENI avec une plénière où il y a autant d'élus. Il y a beaucoup d'élus dans cela.
Mais ce les sont élus, des acteurs politiques. tout à fait. Et là, c'est une innovation. C'est très bien. Puis d'abord, un élu, c'est quelqu'un qui comprend, qui est passé par les élections, qui connaît la valeur d'une voix, qui connaît la conséquence de la tricherie. Donc, il connaît l'aspiration du peuple. L'aspiration du peuple. Et aussi, il connaît toutes les stratégies de tricherie. C'est différent de prendre quelqu'un de la société civile qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été dans une compétition électorale. Il y a même là-bas des anciens ministres comme Agé Matembo et d'autres. Donc, c'est une scène spéciale. Alors, le fait qu'ils sont là, toi, tu crois sincèrement, quelqu'un comme Didi Manara, Agé Matembo, des kabylistes purs et durs, vont laisser nous, l'Union Sacrée, Sylvie, qui est de chez nous, de l'APTC allié, et tricher pour nous, ou peut-être quelqu'un de l'IDPS tricher pour Tshisekedi. Non. Il y aura même pas des bagarres là. Je vous dis, il y aura des bagarres. Et c'est ça la dépression. Je crois que quand les amis comme Fayoul ont compris ça, c'est pourquoi ils ne parlent plus. Ils se sont tués. Ils se sont tués. Maintenant, aujourd'hui, ils parlent de dialogue avec la CENI. Donc, ils ont compris qu'on a une bonne CENI. Et même pour renforcer même cette idée-là, ceux qui disaient que la CENI roulerait, en particulier Kadima, pour les pouvoirs, mais le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il est de l'IDPS, non? Et pourquoi lui s'oppose à Kadima? Et même jusqu'à les mettre en pâture, alors que Kadima est innocent dans l'affaire. J'aimerais qu'on en parle parce que, je voudrais donner des précisions. Oui, puisque c'est important ça. Puisque le ministre Kazadi doit comprendre une chose. Je sais qu'il est nouveau au gouvernement, il n'a pas encore beaucoup d'expérience. Moi, j'ai été 8 fois au gouvernement, je sais de quoi je parle. Là, les gouvernements ne doivent pas commencer à demander à la CENI, vous allez faire quoi? Non. Le gouvernement a voté déjà un budget pour la CENI. La loi est claire, l'article 46 de la loi organique. La CENI a son autonomie financière et administrative. L'article 6 aussi le réconforte de la loi organique. Vous avez voté un budget, mettez le budget à la disposition. Pourquoi on dit ça? Le législateur a voulu faire ça pour éviter que la CENI ne dépende du gouvernement. Lorsque le ministre des Finances demande à la CENI, je vous achète des véhicules, alors la CENI devient dépendante du gouvernement. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous, de l'Union Sacrée, nous ne voulons pas. Or, pour les cas d'espèce, la CENI n'a jamais commandé de véhicules. Même on a parlé de surfacturation. Mais c'est faux. C'est le ministre des Finances lui-même qui a commandé des véhicules. Et ça, c'est une entorse. L'argent, oui, c'est le ministre des Finances qui a commandé. C'est plutôt la CENI qui a exigé, qui a demandé les véhicules qui leur reviennent justement. Moi, j'étais là les jours où la facture était salée, c'est ça? Non. C'est ça l'inquiétude du ministre des Finances. D'abord, il faut faire une nuance. La CENI de Corneille Nangaa, l'ancienne CENI, avait exprimé les besoins de la logistique de membres. Elle a introduit une demande. Mais la CENI actuelle de Kadima, à la remise de reprise, ils ont constaté qu'il n'y a pas de véhicule. La preuve, c'est que le membre même du bureau loue des véhicules. Et ça coûte trop cher. C'est comme ça que les membres du bureau ont exprimé le vœu d'avoir leur véhicule au lieu de louer. Parce que lorsque vous louez, ça coûte plus cher. C'est une façon de rationaliser. Mais à des prix trop salés et surfacturés. Selon le ministre des Finances. Mais ces véhicules-là, qui sont là, ont été loués par l'ancien bureau. Alors, le ministère des Finances maintenant devrait faire la nuance entre l'actuelle CENI et la CENI sortante. Le bureau sortant, c'est le bureau sortant qui avait exprimé le vœu d'avoir des véhicules. Ce bureau actuel n'a jamais commandé de véhicules. Mais le ministre des Finances a commandé des véhicules pour eux. Ça, c'est déjà une entorse. La deuxième entorse. Mais où se situe la surfacturation? Si c'est lui qui a commandé. Mais c'est lui qui a déclaré, il n'a qu'à prouver. Et c'est lui qui déclare qu'il y a surfacturation. Mais justement, c'est lui qui doit préparer et puis, s'il y a surfacturation, c'est le bureau sortant. Ce n'est pas l'actuel bureau. L'actuel bureau n'a jamais commandé de véhicules. Et en plus de cela, pourquoi le ministre des Finances a gardé 100 millions de dollars destinés à la CENI et à la BESECO? La BESECO était notre institution que la CENI. Parce qu'il pense qu'il y aura mauvais usage. Non, c'est puisque lui-même, il a la même idée. Non, ce n'est pas son rôle. Les constituants ne lui ont pas donné ce rôle. Selon lui, la RDC n'a pas beaucoup d'argent. On ne peut pas permettre aux acteurs, aux animateurs de la CENI de pouvoir gaspiller de l'argent à leur compte. Et donc le gouvernement sera vigilant quant à l'usage de l'argent
qui sera débloqué pour l'organisation des élections. Justement, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Je les renvoie à lui-même. Ministre des Finances, s'il n'a pas de juriste dans son cabinet, je les renvoie au test. L'autonomie financière et administrative de la CENI a déjà été réglée par la loi organique. Ce n'est pas au gouvernement de contrôler l'argent mis à la disposition de la CENI. S'il il a des inquiétudes, il s'adresse au Parlement et le Parlement envoie la Cour des comptes pour auditer. Mais il s'est adressé à l'IGF. Mais justement, d'ailleurs, il est tombé sur une mauvaise porte, puisque l'IGF n'a pas compétence d'auditer la CENI. Mais vous dites qu'il y aura, l'IGF n'a pas compétence alors qu'il y aura une commission d'inspection et des contrôles de financement de la CENI. Ce sont des habits. C'est ce que moi je dis. Moi je dis que les missions dévolues à l'IGF sont bien connues. Je renvoie à l'IGF lui-même, mais il doit connaître, ou le ministre des Finances, je les renvoie à l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance loi numéro 323/87 du 15 septembre 1987 qui définit les missions de l'IGF. Et parmi ces missions-là, on donne exception aux missions qui reviennent au Parlement et à la Cour des comptes. Et parmi les missions du Parlement et de la Cour des comptes, c'est le contrôle de la CENI. Mais pourquoi est-ce que jusque-là... C'est pourquoi j'ai dit, c'est par ignorance. Donc, c'est pas l'ignorance. Donc, le ministre des Finances, je ne dis pas qu'il est de mauvaise foi, c'est le bas. Bon, évidemment, il n'est pas juriste. Vous pensez Vous pensez que c'est l'ignorance ou c'est... Alors, si c'est pas par ignorance, donc c'est une faute grave qui lui vaudrait même une démission. Puisqu'il s'est immiscé dans la gestion d'une institution, et là, le Parlement peut même les rappeler à l'ordre. Puisque c'est une mission qui revient au Parlement. Je suis vraiment désolé. Oui. Moi, je parle du droit. Je n'ai pas de sentiments. J'ai dit que, puisque pour que ce pays marche, tout doit être fait au regard de la loi. Or, la loi ne donne pas le pouvoir au gouvernement de contrôler la CENI. Et ça, c'est une tricherie même. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que vous êtes pratiquement, à ce que je sache, vous êtes pratiquement la première personne à dénoncer cela. Pourtant... en tant que chercheur d'abord, oui, justement. Et communicateur de l'Union sacrée. Justement. Puisque je ne veux pas qu'il y ait de l'imbroglio. Et moi, j'ai défié quiconque. Un autre juriste, ou même j'avais un débat avec le ministre des Finances, qu'il me démontre quelles sont ses compétences, lui, pour gérer la gestion des finances de la CENI. Non, ce n'est pas le fait qu'il est ministre des Finances, non. La loi parle des dotations. Donc, il prend les budgets, il les dépose. Or, on a voté un budget. Tout ce qu'il faut faire, c'est le déposer. S'il y a contrôle, s'il y a inquiétude ou s'il y a des soupçons, c'est normal. Le ministre va s'adresser au Parlement. Mais comment expliquez-vous le silence de Denis Kadima, qui a d'ailleurs reçu Alinguette dans ses bureaux, et ils ont échangé pour la mise en place de la commission. Justement, est-ce que Denis Kadima connaît les prérogatives de la CENI? Ça dépend. Est-ce qu'il a dit ce que je vous dis là? Est-ce qu'il a dit, parce que je ne sais pas, on n'a pas dévoilé l'essentiel de leur contenu, mais je présume que Denis Kadima... Non, ils ont parlé justement, je vous informe maintenant, qu'ils ont parlé de la mise en place de la commission qui devra auditer chaque... Alors, j'ai dit à Kadima tout de suite, à Denis Kadima, que lui aussi aura violé la loi. Puisque l'IGF n'a pas compétence d'auditer la CENI. C'est une violation de loi. Et là, j'en appelle au Parlement de pouvoir intervenir pour recadrer et l'IGF et la CENI et même les ministres des Finances, puisque c'est une compétence jusqu'aujourd'hui. Justement, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que, vous savez, les problèmes des Congolais, comme je vous l'ai dit, les Congolais ne lisent pas. Même l'Assemblée nationale pond les lois pour les dire vraiment bien dit, et produit des lois, mais parfois qu'elle ne connaît pas. Sans suivi. Non, c'est-à-dire que, moi je dis que c'est la loi, je vous cite, cette ordonnance, loi, de 1987, elle est encore valable dans ce pays, c'est à l'époque de Mobutu. Mais manque d'application. Elle n'a jamais été. On l'applique, c'est ça qui a créé même l'IGF. Ce que l'IGF fait aujourd'hui, c'est en vertu de ça. Article 2, alinéa 4. Je vous renvoie même vous autres, même ceux qui nous suivent, qu'ils aillent lire, parce que les gens ne lisent pas. Donc c'est une entorse. L'IGF ne peut pas mettre ses pieds à la CENI. La CENI n'étant pas une institution génératrice de recettes, la CENI est placée sous l'autorité du Parlement. En vertu même de
des articles 56, 52, 40. Donc, c'est clair, la CENI n'a pas de compte à rendre au gouvernement. Pourquoi le législateur a voulu ça? Le législateur a voulu ça pour éviter que le gouvernement ne puisse exercer une sorte d'influence sur la CENI. C'est ça l'idée. Dans d'autres sujets, vous allez ici en déjà, Zambie... Kadima exerce une influence sur la CENI. Mais le fait d'envoyer la commission de l'IGF pour auditer la CENI... Justement, on influe. Et là, la CENI va devenir faible. On affaiblit la CENI. Et c'est ce qui viole même les dispositions légales de notre pays. Donc il n'est pas encore tard. J'en appelle à M. Denis Kadima, s'il nous suit, de lire les textes, d'appeler son équipe juridique. Je suis sûr qu'il a de bons juristes. S'il n'en a pas, je peux prêter. Je suis chômeur, il peut m'engager comme consultant. Je vais l'accompagner et lui démontrer noir et blanc que l'IGF n'a pas compétence d'auditer ou de contrôler la CENI, encore moins les ministres des Finances. Et je demande au ministre des Finances, parce qu'il a déclaré sur une radio locale qu'il aurait mis 37 millions à la disposition de la CENI, sur les 100 millions, je lui dis qu'il doit transférer la totalité, les 63 qui restent millions, à la CENI, puisque la CENI a ses comptes. Et en plus, la CENI doit être autonome, même au niveau de la gestion des finances. Des finances, oui. Les contrôles, c'est la Cour des comptes qui fait les contrôles. Et là, aussi, élément important, j'ai entendu le ministre des Finances dire qu'il a donné à la CENI 21 millions de francs, de milliards de francs congolais pour le paiement des salaires. Mais les agents de la CENI, peut-être, ils ne les laissent pas. J'informe M. Kazadi, Nicolas, que les agents de la CENI sont bancarisés. Ils sont bancarisés, donc l'argent passe directement à leur compte. C'est plutôt à travers la banque. C'est la banque de la CENI. Le bureau actuel ne verra pas cet argent-là. La banque donne l'argent directement dans les comptes des agents. Donc la CENI ne verra rien. Le bureau. On avance des Par erreurs. contre, ce que nous avons des besoin. erreurs en erreur. Tout à fait. Ce que nous avons besoin. Vous savez, les déficits communicationnels, ça peut tuer. Et ça peut même, aujourd'hui, je crois que la CENI se comporte bien. Il ne faut pas la jeter en pâture. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de l'argent. L'argent pour les opérations, les premières opérations, c'est la cartographie. Puisque la CENI doit faire d'abord la cartographie qui débouchera sur la production du fichier. Et on ne peut pas imposer à la CENI la mutualisation des services. Le gouvernement a émis le fait que j'ai partagé moi aussi au début de pouvoir mutualiser les services. C'est-à-dire qu'on fait au même moment le recensement des Congolais et leur identification, couplant ça avec les opérations d'enrôlement. Mais avec le temps qui reste. Mais le temps qui nous reste aujourd'hui ne nous permet pas. Justement, nous n'avons que... Tous les experts ont dit qu'on n'a que 400 jours. Or, chaque jour qui passe nous éloigne de ça. Mais il y a aussi la responsabilité du Parlement. Le cadre juridique. Qu'est-ce que le Parlement doit faire? Normalement, il était prévu, et ça, moi, ça m'énerve, puisqu'on ne donne pas l'impression de pouvoir accorder priorité à la tenue des élections. Vous savez que si on ne tient pas ces élections dans les délais constitutionnels, nous allons connaître une crise terrible. On va avoir un glissement. C'est vrai, les gens vont se réduire, d'autres pour le partage des pouvoirs, mais toute crise de ce genre-là, dans le passé, ce sont des crises imprescriptibles. Nous avons connu, nous étions dans l'opposition. J'étais dans le conseil des sages avec Etienne Tshisekedi qui était notre président. Sam a été même membre, le président actuel, Olenga Koyi, Ngele Foto, tout ce genre-là, étaient des membres qui siégeaient dans le conseil des sages. Mais je vous dis que si à l'époque nous avons rendu la vie difficile à Kabila, c'est puisqu'on était dans le glissement. Donc, s'il vous plaît, je demande à mes co-sociétaires qui sont avec moi dans l'Union sacrée, ne commettons pas l'erreur de glisser. Et ça sera tout glissement, sera à notre défaveur, au risque même de perdre la chance de réélire notre candidat aux élections présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, c'est question de volonté politique. La session du mois d'octobre, il était prévu l'examen de la loi électorale. On a recalé ça pour le mois de mars. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas. Allons-nous faire le second tour présidentiel tel qu'exprimé lors des consultations organisées par le président
et la République, on n'a pas de réponse. Alors, vous voulez qu'on revienne aux 2 tours? Les gens, la majorité préférerait aller au deuxième tour. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec quel argent? aller au deuxième déjà, tour. il y a un problème de finances avec quel argent? Justement, c'est ça, c'est le problème d'argent et du temps aussi. Si on va au second tour, il y a risque qu'on puisse glisser. Deuxième préoccupation, la participation des Congolais de la diaspora. Rapidement, on doit mettre vont-ils être électeurs ou même vont-ils voter? C'est un problème. Il y a aussi la problématique de la suppléance qu'on doit régler. Est-ce que tous ces problèmes-là doivent normalement être... Puisque la CENI a besoin de tout ça pour présenter son calendrier électoral. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on doit passer forcément par le recensement où on peut organiser les élections avec les cartes d'électeurs que nous avons? Moi, je pense que la mutualisation maintenant ne passerait pas à cause du temps. Faisons des opérations distinctes. On fait les opérations avec l'ONIP et l'Institut national des statistiques, INS, les opérations d'identification et de recensement des Congolais. Ça peut se terminer avant les élections ou pas, ça c'est pas un problème. Mais séparément, parallèlement, on fait les opérations d'enrôlement à partir des Congolais de 17 ans, puisque les élections c'est l'année prochaine. Ceux qui ont 17 ans aujourd'hui auront 18 ans demain, et 17 ans jusqu'à X années. Donc vous proposez que les 2 opérations se fassent concomitamment. De façon que si même les opérations, on aurait bien voulu avoir une carte d'identité. Et c'est facile pour nous, puisque lorsqu'on aura des données déjà encodées, on pourra seulement les actualiser à chaque cycle électoral. Ce qui va même nous économiser de l'argent, parce que les opérations d'enrôlement nous coûtent trop cher pour rien. Les fichiers qu'on a aujourd'hui, un fichier obsolète et corrompu, dépassé complètement. On ne peut pas aller avec ces fichiers aux élections de 2023. Alors on va prendre, parce qu'on a beaucoup, nous tendons vers la fin de cette émission, on va prendre justement la 3e thématique. Il s'agit de Matata Ponyo qui est interdit de sortir Kinshasa. Matata Ponyo, je vous rafraîchis la mémoire, Matata Ponyo a perdu sa sœur à Lubumbashi, qui est justement au pays. Mais arrivé à l'aéroport, Matata Ponyo a été contraint de rentrer chez lui parce qu'il ne pouvait pas quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Comment vous trouvez cela? Bon, d'abord, je présente mes condoléances à mon frère Augustin, mais je ne comprends pas sincèrement. Matata a été au gouvernement comme moi, et lui il a été ministre, puis premier ministre. Lorsqu'on est membre du gouvernement, il connaît. Quand vous voyez tous ces ministres ici, même le premier ministre ne peut pas quitter la province ville de Kinshasa sans l'autorisation de la hiérarchie. Aucun ministre, membre du gouvernement, ne peut quitter Kinshasa sans l'autorisation du Premier ministre. Mais il n'est plus ministre. Non, c'est que je vous dis, il connaît le principe. Aucun député national ou sénateur ne peut quitter la ville de Kinshasa sans l'autorisation. Il faut une autorisation. Puisque vous avez un mandat. Ça, c'est l'autorisation ou ordre de mission. Mais il va prendre l'autorisation à qui actuellement? Parce qu'il n'est ni ministre, ni mandataire public, ni député. Il est sénateur. D'ailleurs, le fait que les mandats de Matata Ponyo, il porte plus les immunités. Le fait que ces immunités ont été retirées, le Sénat ne peut plus lui donner une autorisation ou lui donner, confier une mission. Ça veut dire qu'il est libre? Non, il est libre, mais à la disposition du parquet général près de la Cour de cassation, puisque les dossiers de la Cour constitutionnelle étaient transférés au parquet général près de la Cour constitutionnelle. La Cour s'est déclarée incompétente. Ça veut dire que l'affaire a été close. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Le procureur général, qui devrait le signifier, a transféré Mokoko, a transféré les dossiers auprès de son collègue de la Cour de cassation. Alors, Mumba. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme son dossier physique, son dossier judiciaire, est un examen au niveau de la Cour de cassation, il le sait bien, Matata, puisqu'il a été même invité là-bas. Ce qu'il devrait faire, lui, pour les cas d'espèce, il devrait demander l'autorisation du procureur général. Et comme c'est sa propre sœur qui vient même après lui, normalement, je ne vois pas pourquoi le PG refuserait. Mais lui n'a pas suivi ça. Parce que c'est pas la RDC. Matata a un mauvais conseil. Son conseil est mauvais. Ah bon? Ses avocats conseillent. C'est ça la procédure. Jean-Pierre Bemba, quand son père est décédé, il était à La Haye en prison. Mais on l'a accompagné pour s'incliner
devant la dépouille mortelle Alors, et son père à Bruxelles. Matata n'a pas demandé l'autorisation au parquet. Donc, Matata devrait demander l'autorisation au parquet général près la Cour de constatation. Il ne l'a pas fait. Vous pensez qu'il l'a Il pas n'a pas fait, puisqu'il n'avait rien comme document. Mais parce qu'il se reproche de rien actuellement. C'est ce que moi j'ai dit, mais c'est lui qui se reproche de rien. Mais il est encore poursuivi. Puisque jusqu'aujourd'hui, le bureau du Sénat n'a pas encore obtenu la notification, le blanchissant. Non, mais selon lui, c'est la mauvaise foi du président du Sénat qui ne peut pas lui restituer ses immunités. Non, mais le président du Sénat... Le fait que la Cour s'est déclarée incompétente, est-ce qu'il veut dire que Matata Ponyo devienne libre totalement? Non. Cette décision-là, les greffes auprès de la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle n'a jamais été présentée au Sénat. Jamais. C'est pourquoi on a dit, ce n'est pas au Sénat d'aller à la Cour, c'est une affaire privée. C'est à lui, ses avocats, d'amener cette preuve-là. Mais Matata, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, ne l'a jamais présentée. Et si aujourd'hui, le bureau du Sénat recouvrait Matata de ses immunités, il sera poursuivi pour dol ou pour violation de la disposition relative à la séparation des pouvoirs. Donc il ne faut pas qu'il piège le professeur sénateur Bahati. Mais ces avocats ont haussé le ton en disant qu'il y avait des procédures dans ce retrait des immunités parce qu'on lui a retiré les immunités pour le premier dossier de la zaïrianisation et cette affaire a été close parce qu'il a été déclaré innocent. Et pour la deuxième fois, c'est cette affaire de Boukangalonzo. Ça veut dire que Matata Ponyo a recouvert ses immunités juste après le dossier des zaïrianisations. Non. Je veux dire ceci. Même aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est lui qui lui a retiré qui a fait la demande. C'est le même procureur près la Cour constitutionnelle. Il a instruit les dossiers en décharge de Matata. Le dossier n'a jamais été fixé. C'est le même procureur qui doit saisir le Sénat pour dire que non, voilà, nous avons poursuivi Matata. C'est Matata qui dit qu'il a été déchargé. Mais jusqu'au moment où je vous dis, je vous défie, vous êtes un journaliste. Vous savez, les Congolais parlent pour parler. Moi, je suis juriste de formation. Je ne me vante pas, je suis parmi les meilleurs. Le droit, chez nous, il est écrit. Je défie quiconque qui apporterait la preuve de déchargement de Matata, même dans l'affaire des arrestations, il n'y en a pas. Si Matata a ça, il amène au Sénat, le Sénat le réhabilite. Ça veut dire que selon vous, Matata ne peut pas quitter Kinshasa. Il ne peut pas jusqu'aujourd'hui. En pénal, c'est la pénal physique. Même Kabound ne devrait pas quitter ici. Il a eu la chance, c'est lui. Puisqu'il y avait même des plaintes portées contre lui. Il y a deux plaintes à la cour, à la haute cour militaire et à la cassation. Donc, au parquet général et à l'autorité général. Il y a deux plaintes. Et à l'issue de ces plaintes-là, puisque l'examen préjuridictionnel s'est fait d'une manière secrète, normalement Kabound ne devrait pas quitter. La DGM devrait bloquer Kabound. Mais il est parti. Malheureusement. Il a reçu l'autorisation. Malgré l'autorisation, ne constitue pas une immunité. Non. Le bureau peut l'autoriser. Mais il y a une affaire. Mais Kabound n'a pas de grief jusque-là. Mais je vous dis qu'il y a des plaintes. Il y a une plainte qui a été déposée contre Kabound au parquet général. Il a ses immunités jusqu'aujourd'hui. Non. Il n'a jamais été retiré. Justement, lorsque vous avez des immunités, on lève les immunités. On devrait saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour lever les immunités. Ça ne sera pas de l'acharnement. Dernière question. Est-ce que ça ne sera pas de l'acharnement si on met la main aujourd'hui sur Kabound? Mais Kabound n'est pas au-dessus de la loi. Vous savez, d'ailleurs, moi, j'ai comme impression que Kabound risque de ne pas retourner au pays. Oh, je vous dis, vous me donnez raison, Kabound est allé dans un exil à long terme. Ah bon? Il croit qu'il va formater les trucs là-bas. Quand le président Tshisekedi ne fera plus aux affaires, il reviendra. Vous me donnez. Mais pourquoi? Il se reproche de quoi? C'est vous qui le dites. D'abord, rien que l'audit de la gestion des fonds des contribuables de l'IDPS. Vous savez que chaque employé de l'IDPS, chaque membre de l'IDPS qui a un emploi, rien que les députés, les 32 députés, depuis 13 ans, paye chaque député par mois $500. Fait 32 députés fois 500, fois 36 mois. Combien d'argent? Je ne compte pas encore la cotisation du chef de l'État lui-même comme membre de l'IDPS, 10%. Tous ces personnels-là, politiques, et d'appoint à la présidence, au gouvernement,
les ministres IDPS, ce sont des millions que Kaboundou n'a jamais justifié. Et il paraît que les comptes de l'IDPS seraient vides. En tout cas, l'IDPS serait le parti le plus riche aujourd'hui. La télévision, malheureusement, c'est le temps. Malheureusement, c'est le temps. La télévision, malheureusement, c'est le temps. Mais le sujet me paraît très intéressant et j'aimerais qu'on en revienne prochainement. C'est la fin de cette émission. Vous avez suivi les réponses du président de UNANA, Willy Michiki, à qui nous avons posé toutes les questions possibles. Il a donné ses réponses. C'est à vous d'analyser ces réponses. Restez branchés sur les antennes des 10e minutes de télévision. Le journal, c'est dans quelques instants.